Donc, nous sommes le 5 mars 2018 au séminaire du lundi. Je vais poursuivre, et puis je m'en tiendrai là pour cette fois, la lecture de Lacan, subversion du sujet, en considérant toujours, enfin pour ceux qui auraient raté une marche, je considérerais que ce que Lacan fait avec le graphe du désir, c'est de fabriquer un templé de la psychanalyse. Je poursuivrai avec le troisième état du graphe, peut-être commencer avec l'hameçon du Quevoy. Où les termes de Lacan, on voit bien ce qu'il en est. D'un possible templé. Ce que j'appelle templé dans ces termes, c'est toutes les métaphores qu'il donne pour ce graphe intermédiaire, qui est le graphe 3. L'hameçon, l'ouvre-bouteille, la clé universelle. Je trouve que clé universelle, ça se rapproche quand même assez bien de ce qu'est le templé. Donc, pour mémoire, pour resituer les choses, le schéma boroprojectif, qui reprend le schéma R de Lacan, et qu'éventuellement je complète sa fonction neuvienne, explicitement relie des termes opposés que je dis être indiscernables, et c'est ce lien dont il s'agit de donner une structure. Ce lien que j'appelle un templé, pour revenir au français, dont template est issu, et la question de la structure, c'est en termes de tissu, d'hélice, d'oscillation, donc je l'ai envisagé sous plusieurs angles chez Freud et chez Lacan. Si je reprends donc le quatrième paragraphe de la page 815. Lacan vient de demander, à propos de ce graphe 3, de quel flacon est-ce là l'ouvre-bouteille, de quelle réponse le signifiant clé universelle. C'est aussi un point d'interrogation, hein, dit-il auparavant. Donc remarquons qu'un indice peut être trouvé dans la claire aliénation qui laisse au sujet la faveur de buter sur la question de son essence, en ce qu'il peut ne pas méconnaître que ce qu'il désire se présente à lui comme ce qu'il ne veut pas, forme assumée de la dénégation où s'insère singulièrement la méconnaissance de lui-même ignorée, par quoi il transfère la permanence de son désir à un moi pourtant évidemment intermittent, et inversement se protège de son désir en lui attribuant ses intermittences mêmes. Ça me semble être essentiel. C'est-à-dire que c'est toute la question du templé, où on en fait un facilitateur, c'est comme ça que j'en parle habituellement, hein. Soit c'est en termes de compte-rendu, on va dire même de symbolisation du réel, par rapport à ce symbolique primordial, vis-à-vis de ce réel fondamental, quel réel des choses, de l'univers, du monde, ou bien le templé impose aussi la construction de ce réel. C'est ce que fait Lacan avec le séminaire, enfin l'introduction au séminaire sur la lettre. Bon, il fait le choix d'une syntaxe. Donc, un templé, c'est pas forcément une topologie, hein, ça peut être une syntaxe, c'est un discours, c'est une figure. Donc, quand le sujet peut buter sur ce templé, voilà.
pas tellement insister là-dessus, mais c'est sous-entendu du fait que lorsqu'il y a une butée, c'est-à-dire lorsque la facilitation de ce passage, comme une Spaltung de Freud, la refonte freudienne, le clivage du sujet permet d'accéder au réel, le clivage bleu-lérien est une butée, est un barrage. Donc, Lacan peut le dire comme ça. N'empêche que ce lien qui est absolument essentiel, je dis, à mettre en jeu la dérive et la dérivation dans leur mise en continuité, jusqu'à en fabriquer un 8 intérieur que je retrouve là comme templé. Donc cette mise en continuité de la dérive comme continuité et de la dérivation comme intermittence, c'est ce dont Lacan parle dans ce paragraphe que je vous relis. Donc le sujet vient buter sur la question de son essence. Bon, je passe le terme métaphysique, mais qui serait à situer dans toute conception ontologique du réel. Hein. Donc quelque chose que je situe à ce niveau-là, où la question de l'essence peut être posée, la question de l'être, si bien. Ce qui ne convient que modérément à toute cette affaire, du moins s'il faudrait plutôt reprendre la définition de Eyé, Hacher, Eyé, parce que je relis ce que j'ai dit sur Spinoza il y a 2 ans, où je le traduis par « je suis un étant en devenir ». Donc c'est la question même du Zollen, de l'obligation faite au sujet d'être dans une mobilisation. C'est toute la question de la mobilisation par rapport à la statique. Donc ce Zollen, qui est traduit bêtement par devoir être, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il en est, parce que pour moi, c'est un devoir advenir qui se rapproche du Zolliswerden de Freud. Enfin, et donc, la réponse de Dieu à Moïse n'est pas « je suis celui qui suis », quelle que soit, je dirais, la façon assertée dont ça se présente dans la traduction des Septante ou ailleurs, c'est plutôt la question du devenir. La mobilisation, ce serait le templé ou Oui, le templé participe de cette mobilisation. Au sens où il faut voir que les 2 pas de doigts ne constituent qu'un seul disque, il faut bien l'entendre. Donc je n'arrête pas de dire que mon schéma n'est qu'approché, que ça, j'ai pas de figuration plus adéquate. C'est parce que je le reprends depuis le schéma R de Lacan. Peut-être que je suis coincé sur le schéma R de Lacan. Peut-être que quelqu'un aura un autre insight que moi et proposera un schéma un peu plus éloquent dans la mobilisation. Donc, ce qui est sphérique dans ce plan projectif, ce sont les 2 triangles, les 2 pas de doigts de Triskel, si on veut. Ce qui est mobilisateur, c'est la bande de Möbius qui fait justement le passage. Ça, c'est essentiel. Quand je dis que le templé, il est à la fois formaté et formatant, formaté comme le compte-rendu, formatant comme patron de ce qu'il s'agit de construire, en termes d'extension et en termes de réel, et que justement, il y a toute une mobilisation qui se situe à son niveau. La question est de savoir comment on va figurer topologiquement cette affaire-là. Voilà. Donc c'est ce que je vais essayer ce sur quoi je vais essayer d'avancer avec le graphe de Lacan, et le graphe complet surtout. Mais je préfère en passer par son discours pour assurer le propos et que ce ne soit pas seulement, comme ça, faire entrer la figuration du graphe du désir de Lacan dans mes schémas à moi. Voilà. Pas la peine de faire un forcing s'il n'y a pas le discours dessous. Donc, buter sur la question de son essence, en ce qu'il peut ne pas méconnaître, il peut ne pas méconnaître, hein, il y a déjà des négations qui succèdent, que ce qu'il désire se présente à lui comme ce qu'il ne veut pas, d'accord, forme assumée de la dénégation, où s'insère singulièrement la méconnaissance, déjà 2 fois,
de lui-même ignoré, plus est, par quoi il transfère la permanence de son désir à un moi pourtant évidemment intermittent, on n'a pas toujours la même allure moïque, et inversement se protège de son désir en lui attribuant à ce moi ses intermittences, il se protège de son désir en lui attribuant au désir, sinon ça n'aurait pas de sens, ses intermittences mêmes. C'est vrai que l'anaphore chez Lacan est toujours difficile à repérer. Donc c'est forcément au désir. Bon. Donc le sujet attribue au désir des intermittences qui concernent en fait le moi. En bas de la page 815, car pour retrouver de tout ceci la pertinence, il faut qu'une étude assez poussée et qui ne peut se situer que dans l'expérience analytique nous permette de compléter la structure du fantasme. Et je n'aurai pas le temps, je ne commenterai pas tous les passages du fantasme à la pulsion et inversement que Lacan commente à la fin de ce texte. En y liant essentiellement, quelles qu'en soient les élisions occasionnelles, à la condition d'un objet, en y liant à la condition d'un objet, dont nous n'avons fait plus haut qu'effleurer par la diachronie le privilège, bon, le moment d'un fading ou éclipse du sujet, étroitement lié à la Spaltung ou refente qu'il subit de sa subordination au signifiant. Le signifiant est refendu, je ne vais pas refaire tous les schémas, hein, on est d'accord, et le sujet n'est que la métaphore de cette signifiance, c'est-à-dire de cette refente, qui est un vide opératoire et qui fait la continuité. Il ne faut pas se tromper, hein. C'est pas parce qu'on dit que c'est refendu que ça, pour autant, c'est comme tel intermittent. Il y a une continuité entre la continuité et l'intermittence, dont il faut pouvoir parler. L'intermittence, pour moi, est donnée donc au niveau de la réalité des choses, les objets étant distingués les uns des autres. Ce qui fait l'approche commune du monde, c'est le fait que la fonction, la signifiance, le sujet du narcissisme primordial, signifiant unaire, le zelon, détermine ce qu'il en est de ce monde. Mais ce n'est pas un monde donné, hein, c'est un monde déterminé récursivement parce qu'il est censé s'y construire au profit précisément de cette diachronie signifiante, dans laquelle le sujet disparaît au même titre que d'un signifiant à l'autre, c'est un espace vide. Mais là, il faut renvoyer au fait que donc le sujet, c'est la métaphore de cet espace vide donné comme S1 par rapport à ses signifiants S2, exactement comme l'objet A, c'est cette métonymie, donc la diachronie dont Lacan vient de parler, qui n'empêche que ce vide, c'est un vide opératoire, c'est un vide d'organisation et de liaison, exactement comme on peut réduire cette bande de Möbius à une ligne sans point par rapport à ce qu'il en est du point en ligne, donné en deux moments, au sens physique. Est-ce que je peux vous poser une question Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'autre est unifiant du point de vue des signifiants pour le sujet? Ça, c'est une question, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, parce que tout dépend, l'autre il n'est pas univoque, tout dépend de ce que le sujet va en faire, qu'est-ce qu'il reconnaît comme autre et suivant ses positions à lui. L'autre n'existant pas, Lacan y insiste dans ce texte, hein, plus d'une fois. Le sujet l'élabore à sa façon. Non, c'est pas l'autre qui est unifiant, c'est ce que le sujet implique dans l'autre comme image spéculaire. Il y a tout un discours de Lacan sur les effets de l'image spéculaire et de l'imaginaire. Si vous lisez ces quelques pages, vous verrez. Je peux vous les lire tout de suite. Hein. Donc c'est le moi plutôt qui serait unifiant, malgré toutes ces intermittences et ces variabilités. Donc si vous voulez quelque chose d'unifiant, j'ai sauté page 818 en haut. Un trait commun à ces objets dans notre élaboration, oui, ce sont des objets phalliques, hein. C'est ce que j'appelle moi des objets imprédicatifs. Hein. Ils n'ont pas d'image spéculaire, autrement dit d'altérité. C'est ce qui leur permet d'être l'étoffe, ou pour mieux dire la doublure, sans en être pour autant l'envers, du sujet même qu'on prend pour le sujet de la conscience. Car ce sujet qui croit pouvoir accéder à lui-même, à se désigner dans l'énoncé, n'est rien d'autre qu'un tel objet, lui-même. Interrogez l'angoissé de la page blanche, il vous dira qui est l'étron de son fantasme. C'est à cet objet insaisissable au miroir que l'image spéculaire donne son habillement, proie saisie au ray de l'ombre,
et qui, volé de son volume gonflant l'ombre, retend le leurre fatigué de celle-ci d'un air de proie. Bon. Alors ce que le graphe nous propose maintenant se situe au point où toute chaîne signifiante sonore a bouclé sa signification. Et là on entre dans quelque chose que je commenterai plutôt juste un peu plus tard, sur le pas d'autre de l'autre, qui vient le paragraphe d'après. Non mais ça devait être, j'aurais dû aussi probablement vous citer d'autres paragraphes de ce texte où Lacan met bien en jeu le rapport de l'imaginaire et du symbolique. Bon, je ne suis pas pointé comme tel. Relisez, vous verrez, vous aurez une réponse à votre question. Moi, ce que j'aurais tendance à appeler fantasme, donc, hein, si donc, bon, dans le deuxième paragraphe de la page 816, hein, donc c'est ce que Lacan vient d'aborder en termes de Spaltung. Je vais le relire quand même. Donc, il y a essentiellement, en complétant la structure du fantasme, quelles qu'en soient les élisions occasionnelles, que je laisse tomber, en y liant essentiellement à la condition d'un objet, donc c'est la question de l'objet, hein, diachronique, le moment d'un fading ou éclipse du sujet, étroitement lié à la Spaltung ou reforme qu'il subit de sa subordination au signifiant. C'est-à-dire que le sujet dépend d'un vide opératoire qui, là où vous parlez de que l'autre j'allais dire unification, c'est pas ça que vous avez dit. Si, vous avez dit unifiant. Ouais. Bon, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais non, le fading dépend de... c'est la prise en compte par le sujet de ce qu'est le vide opératoire, et donc de cette compactification du vide. Cette refente, hein, je rappelle, je ne cesse de le dire comme ça, c'est celle qui se présente à la fois donc dans l'équivalence de cette bande de Möbius à sa coupure médiane, et dans le fait que tout ça se conjoint, se compactifie en ce point-là, où le dessus-dessous du bord de la bande de Möbius représente la torsion qui ferait toute la bande. Évidemment que c'est un artefact, ça ne se donne pas comme ça, et toute cette bande ne vaut que dépendant de ce qui la justifie comme tordue et identifiable telle qu'elle à sa coupure médiane. Ce qui fait que si on s'en tient à un sujet du narcissisme primordial, d'accord, hein, par rapport à ce qui peut rentrer comme objet A déporté, mais dans ce que Lacan dit plus loin, il y a à rediscuter des objets imprédicatifs, puisque l'objet A, moi je là par rapport au sujet et au signifiant binaire, il y a à reconsidérer en quoi l'objet A peut être pris dans sa qualité de surnuméraire, mais c'est peut-être un autre texte que j'ai écrit tout à l'heure, je croise les deux. Donc l'objet A peut être pris comme, pour le coup, j'allais dire représentant, je préfère maintenir ce terme pour les signifiants, comme faisant valoir, ça c'est un meilleur terme, faisant valoir la signifiance elle-même, dont le sujet est en quelque sorte dépositaire. Le poinçon, il faut l'entendre au niveau du temps. Comme à ce niveau-là, c'est aussi bien l'autre éventuellement réduit à sa demande. Et dans un paragraphe d'une page ultérieure, Lacan explique bien comment on arrive à l'autre. Il y a sa demande. Bon. Moi, j'ai envie de penser que, je dirais plutôt comme ça, donc, je m'éloigne de Lacan, que le passage de ces objets imprédicatifs à des objets proprement réels, c'est-à-dire Ding, Gegenstand, object, c'est-à-dire des objets de la réalité, auquel cas, c'est un transfert symbolique. Hein,
c'est un transfert de valeur qui correspond à ce que Lacan définit comme métonymie dans Radiophonie, hein, où donc la métonymie opérant d'un, je ne sais quoi, de jouissance dont le potentiel est réglé par la coupure du sujet, code comme valeur ce qui s'en transfère. On est là, le transfert, c'est pas le transfert comme on l'entend communément dans les cures, c'est le transfert d'imprédicativité à prédicativité, qu'on a tout loisir de soutenir, puisqu'il y a une continuité entre ce qui est imprédicatif, donc comme bord, et prédicatif comme bord. Mais quel est le lien entre le sujet du narcissisme secondaire et le sujet du narcissisme primordial Parce qu'on dirait que Lacan, dans le fantasme... Oui, mais Lacan n'est pas très explicite. Il ne parle pas de narcissisme primordial en général. Donc, le sujet du narcissisme primordial est là, le sujet du narcissisme secondaire est là, il vaut comme moi idéal. L'autre, c'est pas un sujet de l'idéal du moi. Pour moi, je préfère dire un sujet du narcissisme, du Zollern, de la signifiance. Et le sujet de l'idéal du moi, il va être sujet du signifiant qui est plutôt là. Mais pour vous, c'est le sujet du narcissisme primordial qui vaut dans le fantasme. Oui, si je veux jouer de cette opposition-là. Mais même là, j'ai fait glisser l'objet A à une valeur de représentant de l'autre, du grand autre. Bon, en tous les cas, hein, c'est ce que je dis en faisant la topologie de la psychose à la fin du bouquin sur les positions psychotiques données comme les positions subjectives données comme psychotiques, c'est que c'est le vide qui fait le passage. S'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de transformation de figure. Au-delà même, en deçà même des transformations de figure, pour un sujet, une mobilisation du sujet dans sa position vis-à-vis de la structure, il faut que la structure soit mobile, mais le sujet aussi, donc il faut qu'il y ait du vide constamment. C'est-à-dire que notre travail, c'est un travail du vide. Donc ce vide qui assure la manière dont le sujet le prend à son compte, ça définit le fading du sujet, son évanouissement. Et du coup, il y a effectivement une mise en continuité, c'est un troisième abord meubien de cette surface de Boy, comme je le dis. Il y en a un là, la même figure peut concerner ce point-là. Et puis, il y a l'identité de ces deux points dans leur indiscernabilité, qui me semble être essentiel, mais que je dessine très mal, là, entre ce qui est de l'ordre du fading du sujet pris dans l'organisation du vide primordial, du vide compactifiant, et qui s'avère en retour compactifié lui-même, et de l'intermittence de l'objet. Voilà. Donc ce que dit Lacan comme intermédiaire, c'est que c'est le moi, et du coup le moi idéal, qui va reporter sur le désir que je dis être une fonction d'intention, comme la pulsion, comme la jouissance, qui va reporter ce qu'il en est de cette intermittence. Et donc dans la névrose, le désir sera intermittent, alors que Lacan suit Freud là-dessus, il est constamment persistant. Ce que je pense, c'est que quand on avait repris dans le discours de Lacan, dans les quatre concepts, toute la question de la vacillation, comme justement un effet de la sinusoïde ou de l'hélicité même de l'organisation de la signifiance dans ce templé, cette question de la vacillation, elle est donnée au niveau de l'objet, qui vacille de la prédicativité à l'imprédicativité et inversement. Et que la pathologie n'est jamais qu'une cessation de cette vacillation, de cette pulsation, de cette pulsatilité. Si ça ne cesse pas,
sujet s'en porte bien si ça ne cesse pas. Pardon. Donc, le désir persiste, c'est ça? Ah oui, il persiste intangible. C'est la pourquoi, position de Lacan, celle de Freud. Je peux pas et dire pourquoi on que... dit qu'il s'agit, enfin, Lacan dit qu'il ne s'agit pas de céder sur son désir? Non, ça c'est une position du sujet, ça ne change rien au désir lui-même. Céder sur le désir, ça veut dire ne pas en tenir compte comme on devrait, alors que justement il est persistant. D'accord. C'est le désir qui persiste, pas le sujet. C'est le sujet qui laisse tomber. Bah oui, pour lui-même, oui. C'est-à-dire qu'il est dans un autre rapport avec ce qu'on va appeler son inconscient, mais il n'y a pas son inconscient. L'inconscient, c'est effectivement un certain lien, j'en fais un template, moi, de l'inconscient, hein, aussi bien, c'est un certain lien du sujet du narcissisme avec l'autre. Mais l'autre participe du sujet, hein, c'est pas un autre extérieur, je ne suis pas en train de définir l'autre ontologiquement. Mais le désir non plus. Avec Lacan, on se trompe souvent. Il a plusieurs manières de parler, Lacan, avec les mêmes mots, soit de la fonction en jeu dans cette notion qu'il évalue avec ce mot-là, soit avec le même mot de la place que ça occupe dans la structure. C'est quand même pas la même chose. La fonction, la place, l'effet, enfin, il y a X différenciations qu'il faut apporter à un concept qu'on peut situer, comme je le fais du sujet, à différentes places dans la structure, si on est clair avec cette structure. Lacan n'indique pas toujours qu'il est en train de jouer là-dessus. Avec l'autre dans ce texte, il est en train de le faire, ça c'est assez évident, essayer de redéfinir ce qu'il en est de l'autre. Qui n'existe pas. C'est d'autant plus plastique l'autre qui n'existe pas. Et on en parle d'autant plus dans l'effet que ça peut avoir depuis son inexistence. Là, il y a une particularité, mais le signifiant n'existe pas plus. Il n'y a pas de signifiant. Qu'est-ce qu'on a sous la main? On a des mots, des phrases. Je ne suis même pas sûr qu'un effet de signifié existe comme tel. Donc on change de registre quand on veut être dans des valeurs tangibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le sujet s'appuie sur, se soutient l'autre, enfin, s'appuie sur l'autre pour s'en soutenir? Il s'appuie sur lui. Oui, c'est ce qu'il lui faut pour pouvoir justement continuer à vivre commodément dans la parole et le signifiant. Bon. Je reprends le schéma. Donc, que je critique, hein, je me répète pas toujours. Ce que je critique avec ce schéma, c'est qu'il a 8 postes de structure, hein. Donc 1 et 3 et 1, ça fait 8. Donc je rabats le schéma selon un point de pliure qui correspond aussi à la Spaltung, ce qui fait que ce que je retiens, c'est un schéma de cet ordre, hein, avec donc le deuxième trait qui recouvre celui-là, qui va correspondre à ce qu'on trouve comme ça. Donc là, je n'ai que 4 points de structure. C'est là-dessus que je vais refonder ce qu'il en est de ce que Lacan dit dans ce texte à propos du graphe du désir. Je vous lis le 4e paragraphe de la page 816. Sur le fantasme ainsi posé, je ne vous ai pas tout lu, j'ai sauté. Le graphe inscrit que le désir se règle homologue à ce qu'il en est du moi, au regard de l'image du corps. Le désir se règle homologue à ce qu'il en est du moi, au regard de l'image du corps, à ceci près qu'il marque encore l'inversion des méconnaissances
où se fondent respectivement l'un et l'autre, c'est-à-dire l'un et l'autre, je ne sais pas si c'est du sujet ou de l'objet, du désir concernant l'image du corps, du moi et de l'image du corps, je ne sais pas. C'est pour dire que communément dans Lacan, c'est difficile de savoir à quoi se réfèrent ces assertions. Ainsi se ferme la voie imaginaire par où je